Et yo, on est live sur le K-Swiss Show. Aujourd'hui, j'ai un guest spécial pour vous, mon gars Michel Ofik Nzege, a.k.a. Get Ziggy. What up? What up, what up? Merci d'être là, frérot. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir d'être là. Hein. K-Swiss Podcast, on écoute tout le temps, donc ça fait plaisir d'avoir été invité. Ah bah, grave, grave, grave. Je devais absolument t'avoir sur le podcast parce qu'on discute et toujours dans les coulisses un peu. Et tu as un mindset qui résonne énormément avec moi. Donc, on va avoir l'occasion d'aborder tout ça. Et je me suis dit, ouais, il faut absolument qu'on fasse une conversation organique avec mon gars Ziggy. Comme ça, les gens peuvent ressentir l'énergie un peu. Parce que c'est dommage qu'on est entre nous comme ça, ils ressentent pas l'énergie. Je me dis, non, mais Ouais, on ouais. devrait enregistrer tout ça. Comme ça, les gens peuvent ressentir la vibe, tu vois. Ouais, s'ils pouvaient juste voir ça en studio quand on est là ensemble, franchement, c'est différent. Mais bon, je pense qu'ils l'auront quand même, que ce soit à travers le Zoom Video Conference ou s'ils l'écoutent c'est dans leur Spotify app et tout. Donc, non, ils vont kiffer, ils vont kiffer. On a un bon Exact, son là. exact. Et essayer de ressentir l'énergie. Première question, pourquoi Ziggy? En fait, c'est un peu bête, tu vois, mais quand j'étais aux States, c'était Ah, ma troisième année aux States, ah, première année d'Uni. ok. Les Ricains, ils avaient de la peine à prononcer mon prénom, tu vois, Michel Ofik. Ouais. Et donc, tu vois, eux, ils disent là, what, et déjà, quand ils entendent des Michel, tu vois, là-bas, le prénom Michel, c'est pas féminin et masculin. Là-bas, c'est que les femmes qui s'appellent Michel. Donc, Exact. donc, eux, ils avaient déjà abstraction de tout mon nom. Ils sont là, non, non, what, tu vois, je sais pas, bref. Ah, Et mon nom de famille, tu vois, Nzege en français, ah. Nzege, eux, ils le prononcent Nzegi. Donc, il y a un de mes coéquipiers qui a fait, yo, I'm just gonna call you Ziggy. Et le lendemain, je te promets que toute la school faisait que m'appeler Ziggy. Et depuis, c'est resté. C'est ton nom. Ok, ok. Ouais. Intéressant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Michel Ofik Nzege, on l'appelle Ziggy, 28 ans, 2 m 03, 6'7". That's right? Yes, sir. Uh-huh. 6'7", 6'8", yep. 6'7", 6'8". C'est pas précis leurs histoires aussi, j'ai jamais Ouais, pas su du moi non tout. plus. Joueur de basket professionnel, joueur de l'équipe nationale suisse de basket qui joue actuellement au Lyon de Genève. C'est juste? C'est correct, c'est correct. Nice. Beau parcours. Tu es né à Genève, c'est ça? Ouais, exact. Je suis né à Genève, mec. Je suis né et grandi à Genève. Post-Tenebras Lux, mec. La cité de Ouais, Calvin. ouais, La c'était ville, quoi. un vrai de vrai, je ne vois. Nice. Ouais. Et du coup, tu as fait un parcours au stage, j'ai envie de revenir sur tout ça. J'ai envie de connaître un peu plus ton histoire pour les auditeurs également qui ne la connaissent pas. Raconte-nous un peu comment tu as commencé, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a lancé dans le basket, à quel âge tu as commencé dans un premier Mhm. temps. Ouais, alors le basket, c'est assez intéressant, tu vois. Là, ça va déjà aller loin sur des mindsets que toi et moi, tu vois, on a de similaires. Mhm, Je sais que toi, tu crois aussi en l'univers, tu vois, ce que tu envoies, tu vois, ça te ramène mhm, et tu crois. Je pense pas que tu crois au hasard, tu vois. Et le basket, c'est bizarre parce que quand j'étais jeune, moi, famille congolaise, tous mes cousins faisaient du foot, tu vois. Donc moi, évidemment, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire du foot comme tout le monde. ouais. Mais ma mère, elle disait toujours non, 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 non. Elle refusait de me laisser rejoindre des clubs de foot de la ville. Donc bref, moi, j'étais là, bon, ben, je vais pas continuer à forcer, tu vois. En plus, la maman africaine, toi, tu sais, on va Ouais. pas essayer d'aller à l'encontre de sa parole, surtout en tant Ah, qu'enfant. ouais. Mais depuis que je suis petit, le basket me suivait quand même toujours un peu à distance. C'était quand j'avais 5 ans, je me souviens clairement, ma tante m'emmenait au cinéma voir Space Jam. Mhm, C'était ma première introduction au basket, tu vois. mhm. Le fils de mon parrain faisait du basket, tu vois. Bon, il était beaucoup plus âgé que moi. Je crois qu'il était, je sais pas quel âge j'avais quand j'avais 5, 6, 7 ans. Mais lui, il faisait du basket. Et quand on allait chez mon parrain, dans sa chambre, il avait toujours des posters de basket, c'est des cartes de collection de basket. Et ça m'intriguait toujours, tu vois. Je sais pas, j'étais toujours intrigué par la balle orange, les maillots, tu vois, le design sur les maillots des joueurs NBA. Mhm. Donc, j'avais déjà un peu une intrigue pour le basket. Et bref, on avance à 2 ans après, quand j'avais 7 ans, ouais, 7 ans, et que j'étais en primaire, en troisième primaire. Mhm. Et ils avaient commencé un groupe, un club de basket pour l'école, tu vois, pour les garçons de mon âge, de ma classe. Mhm. Et je voyais que tous les garçons de ma classe s'inscrivaient à l'équipe et elle participait au club de basket. Et moi, j'avais envie, tu vois, mais dans ma tête, je m'étais déjà dit que même si je demandais à ma mère, elle allait dire non, tu vois, parce qu'elle avait déjà dit non pour le foot. Mais je me dis, bon, demande-lui quand même. Je vais demander à ma mère. Elle me dit, oui, oui, vas-y, va faire du basket. Donc là, tu vois, c'est là que tu dis, moi, quand j'y pense maintenant, je me dis, tu vois, les coïncidences, ça n'existe pas. C'est Mhm. pas possible, tu vois. Pourquoi est-ce que Ouais. toutes ces années, on a dit non, non, non pour le foot, mais là, tout d'un coup, le basket, je demande une seule fois, et elle dit, oui, oui, vas-y, va faire du basket.
Donc, c'est là que ça a commencé, tu vois, à 7 ans. Mais à la base, c'était vraiment que pour suivre mes potes, tu vois, parce que c'est les gars de la classe et tout. Ouais. Et sans arrière-pensée en plus. Mais tu étais Donc, j'ai déjà le comme... plus grand quand même de la classe, non? Non, 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 même pas. Hey, La, qui la était poussée plus de grand que toi? croissance, tout le monde, gars. Tu sais, la poussée de croissance, je l'ai faite entre mes 12 et 14 ans, tu vois. À 12 ans, je Ok, faisais 1m75 et à 14 ans, j'en faisais 1m94. Donc, ok. j'ai une forte poussée de croissance. Mais donc, j'ai commencé le basket à 7 ans, mais je ne le prenais pas au sérieux. Moi, je faisais ça juste pour être avec mes potes, pour m'amuser, tu vois. Mhm. Et ça risque de choquer ce que je vais dire, mais tu sais, ça énervait certains de mes coachs parce que j'avais que des coachs black. Et eux, ils voyaient le joueur black qui prenait pas ça au sérieux du tout. Tu vois, moi, je venais, j'étais pas sérieux du tout, tu vois. Et ça les énervait trop. Et moi, je m'en foutais, tu vois, parce que moi, j'étais juste là vraiment pour être avec mes potes. Mais plus le temps passait, et plus je commençais à vraiment, vraiment kiffer le sport, tu vois. Et plus, tu sais, ça m'énervait de voir un peu, tu vois, les gens me taillaient parce que je commençais à grandir et j'étais pas très coordonné, j'étais pas bon du tout. Et j'avais d'autres personnes de ma famille, d'autres cousins qui pratiquaient du basket dans la ville et que eux, ils avaient une réputation d'être des bons joueurs, tu vois. Mhm. Et moi, on me disait, ah, mais toi, t'es pas ci, t'es pas ça, vas-y, t'es grand, t'es un faux black, t'arrives même pas à dunker et tout. Alors, quand j'y pense, je faisais qu'un mètre 70 et tu me dis que t'es un faux black parce que c'est pas dunker, gars, 1m70, c'est petit. Mais bref. Et tu sais, je sais pas, ça commençait c'est là qu'un peu le c'est commencé à sortir, tu vois. Et ça m'énervait d'entendre les gens, tu sais, qui me taillaient parce que j'étais pas bon parce que je prenais pas ça au sérieux. Donc du coup, tu vois, j'ai commencé à changer mon attitude et j'ai commencé à vraiment, vraiment prendre le basket un peu plus au sérieux. Et c'est à 13 ans, c'est à 13 ans vraiment que je me suis dit, ouais, moi, je veux vraiment être un joueur, tu vois. Je veux vraiment gagner ma vie en jouant au basket. Je veux vraiment être un très bon basketteur. Et puis depuis là, c'est parti, quoi. J'ai pas fait marche arrière. Ça a commencé. Et du coup, à ce moment-là, quand tu as 13 ans, tu te dis, les autres à l'école, ils se disent, ah, moi, je vais être pompier, je vais travailler, je vais être banquier, etc. Et toi, dans ta tête, tu sors du lot et tu te dis, moi, je vais être basketteur. Et c'est sûrement des trucs que tu dit à ta mère, tu vois, à tes parents, etc. Comment ça a été reçu par les parents? Tu sais, nous, les enfants d'immigrés, etc., tu leur dis, tu veux Ah, être. gars. Toi-même, tu sais, déjà, un faux d'immigré, les parents, ils te regardent. Tu sais, t'as 12 13 ans, ils disent, bon, ok, tu vois, ils s'en fichent un peu parce que t'es encore un peu jeune, ils se disent, ça va lui passer. Exact. Donc, ils en pensent pas plus que ça, tu vois. Uhum. À l'école, quand les profs, ils demandaient, tu sais, parfois, les profs, ils demandaient au tour de classe qui veut faire quoi plus tard ou décider un peu. Moi, au calme, je disais, ouais, moi, je serais basket professionnel, tu vois. Moi, je jouerais à la NBA. Les profs, ils me regardaient, tu sais, ils roll their eyes et tout, tu vois. Uhum. Et ils étaient là, ouais, mais si ça marche pas, moi, je savais pourquoi ça marcherait pas. Tu vois, moi, je sais pas, j'avais pas vraiment ce concept de plan B. Déjà à cet âge-là, tu vois, c'est un Uhum. truc de Uhum. ouf quand tu penses, mais certains d'entre nous, tu vois, c'est comme ça. Il y en a qui savent qu'ils veulent être banquier. Moi, je savais que je voulais faire du basket. Uhum. Et ouais, ça a été reçu avec un peu de la simplicité par les membres de ma famille, Uhum. avec de la rigolade par certains de mes camarades de classe et également par mes profs, tu vois. Mais Uhum. aujourd'hui, je te promets que les gens ne rigolent plus. Tu vois, c'est ça, c'est ça. On va revenir sur cette idée du plan B après. J'aimerais qu'on se focalise un peu sur tout ça. Et du coup, Ouais. donc toi, tu as 13 ans, tu trouves cette passion pour le basket, etc. Donc là, tu décides de t'y consacrer, tu t'entraînes à fond. Et il y a un moment où tu décides donc de partir aux États-Unis, c'est ça? Ouais. En Est-ce que fait, tu peux c'était partir, ouais, ouais. Excuse-moi, expliquer t'as un peu recoupé. cette partie? Mais le moment où j'ai décidé que je voulais partir au States, c'est le moment où j'ai décidé que je voulais faire ça de ma life, tu vois. Ok. J'étais déjà obsédé, tu vois, avec les États-Unis parce que, toi, tu te souviens, au début des années 2000, il y avait un peu c'est pas comme maintenant, mais il y avait un peu tu sais, une folie autour des États-Unis, tu vois. Il y avait un peu une intrigue autour tu sais, des States parce que ça paraissait tellement lointain et tellement tu sais, mythique comme pays. Et tout Mhm. ce qu'on voyait nous à la télé, tu vois, regarder les MTV, tu sais, le Eurosport, ils mettaient les résumés de matchs de NBA. C'était pas comme maintenant où tu avais un peu tu sais, l'accès direct avec ce qui se passe là-bas avec les réseaux sociaux. Donc, il y avait déjà cette intrigue, tu vois, moi, pour les États-Unis par rapport à ça. Et après, par rapport au basket, moi, je savais, dans ma tête, c'était non, faut que je parte là-bas, faut que je parte là-bas, tu vois. Donc, déjà, à 13 ans, moi, j'étais déjà fixé sur ça. Mais ça ne s'est pas fait avant mes 17 ans, tu vois. Mhm. Donc, tout le temps, je parlais de ça. Ma mère, elle pensait que j'étais fou. Mes profs, ils pensaient que j'étais fou, tu vois. Ma mère, ouais, mais tu vas aller chez qui là-bas comment Et moi, je sais pas, mais je vais partir au States, tu vois. Encore une fois, tu vois, l'univers, quand tu parles certains trucs, Ouais, c'est un c'est truc de ça. malade quand tu penses, mais quand tu parles certaines choses, après, ça se manifeste. Mais bref, déjà à 13 ans, ma mère, elle a dû penser que j'étais fou, mais bref, je vais partir. Bref, le temps passe, tu vois. Enfin, je fais du progrès en basket. J'écume quelques clubs genevois également parce que je pense que à la progression, tu vois. Donc, je fais différents clubs en Suisse
pour progresser. Et le dernier club que j'ai fait à Genève avant de partir, c'était Mérin, qui s'appelait l'Étoile sportive Vernet-Mérin à l'époque. Ils essayaient de faire le programme sport-études, tu vois, un peu le centre de formation. Et c'était ma dernière année en Suisse. C'était 2008-2009. Ouais. Et cet été-là, l'été 2009, j'ai fait ma première campagne avec l'équipe nationale suisse junior, en fait. J'étais avec les moins de 17 ans, moins de 17 ou moins de 18 ans. Et on avait fait les championnats d'Europe à Tel Aviv, en Israël. Et j'avais fait des gros championnats d'Europe. J'avais fait des grosses performances contre des très bonnes équipes. C'est là déjà aussi que j'ai eu un peu plus de boost en confiance en moi. Tu vois, j'ai vu que je suis là, OK, si je peux jouer comme ça contre des joueurs internationaux d'autres pays, je pense que je peux tenir aussi contre d'autres gros joueurs ailleurs. Et cet été-là, mais quand je dis que tout s'est mis en place, c'est un truc de fou. Équipe nationale jeune, j'ai eu une bourse d'études partielles pour partir en high school aux States, tu vois. Et même ma mère, quand elle a reçu la lettre, tu vois, pour l'école aux States, elle était là. OK, ben ouais, je sais pas comment ça se fait. Enfin, ça s'est fait, quoi. Ce gosse avait dit qu'il ferait ça. C'est là, il faut que je le laisse partir, tu vois. Elle s'est rendue à l'évidence, elle a dit, il faut que je le laisse partir. Et je me suis envolé pour Phoenix dans l'Arizona. Nice. Et du coup, c'est une partie importante là parce que il y a plein de jeunes Européens qui veulent partir aux États-Unis, mais ça a un prix aussi. Donc, Ouais. il y a les bourses, il y a les demandes, etc. Je sais que j'ai entraîné un jeune ici d'un des quartiers là, du quartier de Paki, qui, Uh-huh. euh, qui voilà, il veut partir, etc. Mais il y a un coût financier, les parents n'ont pas forcément les Ouais. moyens, etc. Ouais. Comment ça se passe ce processus-là? Alors, ça peut être différent pour tout le monde. Moi, j'ai eu la chance. À Genève, j'ai eu des personnes, tu vois, qui étaient des anciens basketteurs, tu vois, à Genevois, Mhm, qui ont gardé des contacts aux États-Unis, tu vois, avec certains de leurs anciens coéquipiers ou coachs qui coachent dans des grosses académies pour les jeunes. mhm, Et ça m'a aidé, tu vois. Outre le fait déjà de faire partie de l'élite suisse, tu vois, mhm, chez les jeunes, le mhm. fait qu'eux aussi avaient ces contacts, ça m'a aidé. Ça m'a aidé aussi à avoir justement une bourse partielle et pas une bourse complète, parce que je pense enfin, pas plutôt de payer un total complet. Parce Ouais. que je pense s'ils avaient demandé à payer la totalité, je ne serais pas parti. Ma mère, elle n'avait pas les moyens, tu vois. Et Mhm, même pour partir avec une bourse partielle, c'était compliqué, tu vois. C'est des amis de la famille quand même qu'on prêtait cet argent puis qu'on a remboursé, tu vois. Mais eux, ils l'ont mhm, dit, non, nous, on prête, c'est un investissement. On est content de voir que tu laisses ton fils partir, mhm, réaliser son rêve. Nous, on est content d'aider, tu vois. Il y a même certains de ses amis qui n'ont même pas demandé à ce que ma mère rembourse parce que pour eux, c'était l'investissement le plus important. Le fait que moi, je mhm, parte vraiment et que je sois focus sur mon rêve, tu vois. Donc, c'est clair pour certains. Ici, il n'y a pas tous les jeunes qui comprennent que ça coûte de partir aux States. mhm. Pas que la bourse soit pour l'école dans laquelle tu vas aller. Mhm. Le billet d'avion, déjà, il est très, très cher. Toi-même, tu le sais parce que tu as vécu aux Mhm. States, il y a eu plusieurs fois, Ouais. le billet d'avion est cher. Vivre sur place, c'est peut-être pas forcément cher, mais que tes parents t'envoient des $300, $400 chaque mois, Mhm. c'est énorme pour eux. Nous, on ne se rend pas compte Ouais. quand on est jeune, mais maintenant Ouais. qu'on est un peu plus âgé, on est des jeunes adultes, on se rend compte des sacrifices financiers des parents. Mhm. Et ouais, tous les jeunes ici ne comprennent pas ça. Ça a un coût. C'est pour ça que moi, j'étais focus là-bas. J'étais Mhm. focus. Donc ça a forgé ton mindset quand tu étais sur place, quoi. Et du coup, donc tu arrives en Caroline du Nord et Arizona d'abord. Arizona en d'abord. Arizona, pardon. Tu Ouais. arrives en Arizona d'abord. Raconte-nous ton parcours après. Comment ça se passe là-bas? Ouais, donc je débarque à Phoenix, tu vois, et je t'avoue que les 2 premières semaines, j'étais choqué, tu vois. Parce Mhm. que c'était pas la première fois que j'allais aux States, mais là, j'étais vraiment là-bas, tu vois. J'étais vraiment parti. Les potes, ils sont à la maison. C'est pas comme quand j'étais parti jouer à l'Académie de Fribourg où je suis à 1h30 de la maison en train et je peux rentrer les week-ends. Non, là, t'as l'océan qui sépare les continents, tu vois. Là, t'as 9 heures de décalage horaire, tu vois. Je me lève le matin. Les gens ici finissaient leur journée. Je pouvais pas tout le temps parler sur Facebook avec mes potes à l'époque où tout le monde utilisait Facebook Mhm. parce que les gens ils sortaient de l'école et moi je devais aller à l'école, tu vois, quand je me Mhm. levais. 9 heures de différence quand même. Donc ouais, c'était un choc parce que là, wow, j'ai fait le pas, tu vois, j'ai fait ce grand saut. Donc les 2 premières semaines, ouais, j'avais un peu le mal du pays, mais très rapidement, je me suis vite souvenu de pourquoi est-ce que j'étais parti. Donc le concierge, tu vois, il s'est vite lié d'amitié à moi. Il me laissait prendre la clé pour aller dans la salle de gym, parfois quand on n'avait pas forcément les heures pour y aller. Il savait que j'allais pour travailler, tu vois, sur mon game déjà à ce moment-là. Donc il me laissait les week-ends aussi. Il te la tiens, prends la clé. Quand tu as terminé, même si c'est tard, tu viens, tu toques, tu me la donnes ou tu la mets sur mon paillasson. Donc c'était cool, tu vois. J'étais sur un campus aussi, c'était un grand ranch, tu vois, un peu en dehors de Phoenix, ça s'appelait la Home School. C'était cool, franchement.
Ouais, c'était ma première expérience de l'école américaine. Tu vois ça que à la télé, puis là, tu le vis. Je veux dire, t'as la grande cantine et tout, tu vois, avec, avec tous les sodas et toutes les boissons qui sont dégueulasses que je vois plus maintenant, tu vois. À midi, t'as tous les burgers, ouais, toutes les bouffes que t'es pas censé manger qui sont là à ta La portée school de main. américaine. Ouais. Ouais, les trucs américains, t'as le grand bus jaune, t'as les pom-pom girls à tes matchs, tu sais, c'est un truc de malade, c'est les Les gens, States, quoi. les gens, ils comprennent pas ici. Des fois, ils disent, ah, ils foutent sur les Américains. Les Américains, l'Amérique, c'est comme à la télé. Les gens, Ouais, c'est comme à la télé. c'est comme à la télé. Si vous êtes jamais allé, l'Amérique, c'est comme à la C'est télé. comme à Ils la mentent pas. télé. Ils mentent pas. Oh, le bon comme le mauvais, mais c'est Ouais. comme à la télé. But keep going. Ouais, c'était comme à la télé. Donc moi, j'étais là, waouh, je suis vraiment en train de faire ça. Donc je me suis focus là-dessus. Je me suis un peu refocus sur le scolaire aussi parce que quand j'étais en Suisse, ça, c'est un truc qui était important aussi. J'étais jamais, tu sais, le meilleur élève scolaire. En fait, j'étais bon dans ce qui m'intéressait, mais ce qui m'intéressait pas, je détestais, tu vois. Je mettais pas d'effort dedans. Et ça énervait tous mes profs déjà quand j'étais en Suisse, tu vois. Parce que moi, Mhm. j'aime tout ce qui est littéraire, en fait. Et Mhm. tout, dès que ça commence à toucher aux chiffres et tout, je détestais. Alors que maintenant, j'adore la finance, tu vois. Mais bref, ça, c'est Mhm. une autre histoire. Mais donc, j'ai dû me reconcentrer sur l'école aussi parce que là-bas, si tu n'as pas des bonnes notes, tu joues pas. Ouais. Donc, je me suis reconcentré sur mes études aussi. Je me suis assuré d'avoir des bonnes notes, d'avoir les notes au-dessus de la moyenne pour pouvoir jouer, tu vois. Mhm. Et ouais, puis c'était parti. Ça a commencé, tu vois. J'ai eu la chance. Une fois de plus, les étoiles sont alignées parce qu'on était plein de joueurs internationaux dans cette école à Phoenix, tu vois, qui venaient justement de Turquie, de Chine et d'Angleterre. Et puis on était très, très bons au basket. Et on a eu la meilleure équipe de l'histoire de cette école, tu vois. On était undefeated, 25-0. Et on a gagné le championnat de l'État de l'Arizona, tu vois. C'était la première fois de l'histoire de l'école. Parce qu'ils étaient allés 5 fois en finale, je crois. Ils avaient perdu à chaque fois. Et nous, on a gagné le titre pour la première fois de l'histoire de l'école. Donc, c'était une grosse année pour moi. Mais moi, je savais qu'il me fallait plus. Parce qu'en termes d'exposition, en termes de moi me montrer et de pouvoir avoir des scholarships, comme on dit, tu vois, des bourses d'études pour aller à l'Uni après, c'était pas une assez grande école, tu vois. Il y avait pas assez. Et c'est là que justement j'ai eu le move pour partir en Caroline du Nord où j'ai passé mes 6 dernières années aux States. Nice. Et du coup, tu arrives là-bas. Pour revenir un peu quand tu arrives en Arizona, tu arrives en Arizona, tu veux jouer au basket, tu arrives dans la team en fait de la high school. Les gens, ils voient, tu es un Européen, ils te prennent de haut sûrement. Ouais, mais oui, mais bien Comment, sûr. ça, c'est le genre de truc qui forge ton mindset aussi. Donc, Mais tu comment sais que ça se ça, passe la première expérience sur le parquet? mais déjà t'arrives, tu vois, et t'as tous les Américains, tu sais, ils talk shit, tu vois. Hmm. European this and that. Switzerland, y'all got black people in Switzerland. Gars, ça m'énervait tellement. Ça m'énervait tellement. J'étais là, mais vous allez voir, tu vois. Donc moi, j'étais tout le temps dans la salle. J'étais tout le temps dans la salle. Et au bout d'un moment, ils respectent. Tu sais, les Américains, toi-même, tu sais, en plus, toi, tu as vécu à New Ouais, York, tu vois, vraiment, ouais, vraie ville de hustler. Eux, ils ouais, respectent les gens qui taffent dur. ouais. Donc quand les gars, ils voyaient que après chaque study hall, je prenais la balle, je prenais mes affaires, j'allais m'entraîner. Chaque week-end, j'allais m'entraîner. Le dimanche, j'allais m'entraîner, tu vois. Au bout d'un moment, ils respectaient ça, tu vois. Et sur le terrain, ils ont vu que ouais, j'étais peut-être suisse de nature, mais sur le terrain, j'étais pas suisse, tu vois. Euh, Donc ouais, ça a forgé mon caractère, tu vois. J'ai développé j'ai commencé à développer un peu l'attitude relentless, tu vois, avant que je sache ce que relentless c'était. Donc c'est Ouais, là que ça, c'est t'étais obligé de ouais, travailler plus dur. Tu t'es rendu compte que, hey, j'arrive là-bas, c'est pas le même. C'est un choc de culture quelque part, hein. Tu te dis, hey, les gars, ils sont là, ils sont forts, ils sont actifs. ouais. On a un niveau, quoi qu'il a, même si on est bon ici, on a quand même un cran de Un retard. grand retard Voilà. comparé à eux, parce que Comparé eux à eux. là-bas, ils sont plus athlétiques, tu vois. Voilà. Et Là-bas, t'arrives là-bas, tu dois travailler plus dur, quoi. C'est ça. ouais, là-bas, c'était surtout techniquement, j'ai dû travailler plus dur parce que en Suisse, j'étais un des gars les plus athlétiques, tu vois. Voilà. J'étais un des gars les plus athlétiques. Mais quand tu pars aux States, tu es un gars average, tu vois. Tu es un gars Ouais. moyen en termes d'athléticité, tu vois, de Mhm. capacité athlétique. Et bon, ça, il y a une phrase qu'un de mes coachs, Mehdi Marie, qui coach en Pro A à Limoges aujourd'hui, et que j'avais à Fribourg, il m'a toujours dit aujourd'hui, tu es très athlétique, tu es plus athlétique que tout le monde. Mais à un moment donné, dans ta carrière de basket, il y aura des gens qui sont plus athlétiques que toi et tu devras trouver un moyen d'utiliser tes qualités techniques pour passer au-dessus justement des qualités athlétiques supérieures de ton adversaire. Et ça, c'est un truc qui m'est resté en tête parce qu'aux States, mais toi-même tu sais, là-bas, c'est la terre des monstres athlétiques. Là-bas, Mhm. il y a des gars, mais tu les vois, tu te dis, mais comment ça se fait que toi, tu es capable de faire ça? Comment tu es capable de courir aussi vite? Il y avait des gars dans l'équipe de foot américaine, tu le voyais, c'était des gars qui étaient un peu enrobés, mais les gars, ils tapaient des vitesses au sprint, tu comprenais rien. Tu Mhm. comprenais rien, tu vois. Ouais. Donc, ouais, moi, ça
ça m'a poussé à travailler plus dur, tu vois, rester dans la salle de gym et Mhm. de travailler plus dur que les autres parce que je n'avais pas de choix. Et moi, j'étais Mhm. parti là-bas pour avoir une scholarship. Moi, je voulais jouer Mhm. en D1, je voulais rien d'autre. Mhm. Donc là, je vois ton mindset déjà là, il se forge avant que tu arrives même en Caroline du Nord. Et ça, c'est un truc qui est important parce que toi, tu es un joueur. Moi, pour avoir travaillé avec l'équipe suisse et je vous ai vu jouer, etc., je vois en pratique, on va revenir là-dessus après. Mais toi, une de tes qualités, c'est vraiment que tu es athlétique, tu vois. Tu es, Ouais, vraiment, t'es vraiment plus athlétique que les autres. En tout cas, au niveau ici européen, on le voit. Et quand ouais. on a besoin de ramener du rythme, et il faut que Michel Ophi qui rentre sur le terrain. C'est Et moi, je ça. suis là, hey, faites rentrer Ziggy là pour que ça donne du rythme un peu là. Parce que c'est vrai, là, tu es super athlétique et on voit la différence, tu vois. Et c'est ce Ouais. que je dis alors. Et c'est pour ça aussi que les Américains sont bons dans leur domaine. Euh, c'est le côté athlétique, franchement, Mhm. ça ramène un plus. Alors, oui, au bout d'un niveau, c'est soit on est tous athlétiques et la technique va faire la différence, soit en Europe, on arrive ici au basket, tout le monde ils sont pas mal, ils sont très bons en technique. Mais Mhm. si tu as le côté athlétique en plus, tu as vu, ça fait la différence. Et je sais pas si tu es d'accord avec cette conclusion, mais en tout cas, Ah, mais on le totalement. voit, tu vois. Donc Moi, je suis voilà. totalement d'accord avec toi. Mm, Totalement d'accord avec toi. C'est clair que, de toute façon, la technique, si tu la travailles proprement et parfaitement, ça restera toujours. mhm, Les capacités athlétiques, éventuellement, elles vont partir. Mais si tu arrives à soutenir ces capacités athlétiques, à garder ces capacités athlétiques le plus longtemps possible, tu auras toujours un avantage sur l'adversaire, ça c'est sûr. Ça, tu mm. m'avais dit justement, j'avais posté une de mes vidéos où je défendais justement contre la Serbie, et tu m'as dit, the most athletic wins, always. Et c'est vrai. Au bout d'un Bien moment, sûr. tu vois, si la technique et les capacités athlétiques sont au tac au tac, sur la fin du match, c'est aussi les capacités athlétiques C'est qui vont passer ça. au-dessus. Parce que au final, quand vous arrivez au top niveau, peu importe le sport, tu vois, je travaille avec vous, les basketteurs pros, je travaille aussi avec les footballeurs pros. Au bout d'un moment, vous êtes au top niveau, tu vois. Ouais, Niveau technique, OK, il y en a un, deux qui, tu sais, stand out, qui sont ouais. vraiment au-dessus. Mais sinon, vous êtes la crème de la crème tous. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence là? Tu vois, C'est athlétique, c'est c'est ça, hein. ta capacité athlétique. C'est ce que j'entends souvent. Et je pense que c'est pas mal négligé chez plusieurs athlètes, mais on va revenir dessus. Et du coup, donc, tu arrives en Caroline du Nord, j'ai envie d'entendre la suite et toutes les anecdotes. Caroline du Nord, c'était crazy. Bon, déjà, je crois que j'étais choqué quand j'étais à Phoenix. Tu vois, Phoenix, ça allait parce que c'était côte ouest, tu vois. Mhm, J'étais plus choqué par le fait que j'étais loin de la maison, mhm, mais pas vraiment culturellement parce que, tu sais, la côte ouest, c'est très laid back et tout, tu vois. mhm, Mais là, j'ai débarqué dans le South, gars. Là, j'ai mhm. débarqué dans le South et aux States et j'étais pas prêt. J'étais pas prêt du tout, tu vois. Pas à cause du basket et tout, mais juste en dehors. Mais mon Dieu, gars, j'avais l'impression d'avoir fait un saut dans le temps de 30 piges, tu vois. Moi, j'étais, tu sais, à Genève, nous, on a grandi de manière où il y a une diversité culturelle, tu vois, où tout le monde grandit ensemble, tu vois. On a des groupes, on est les Blacks, les Latinos, les Arabes, tu vois, tout mélangé. Mhm, Là, c'était Black d'un côté, Blanc d'un côté, et c'est tout, tu vois, on veut rien entendre. mhm, Et moi, ça m'a choqué de ouf, tu vois. mhm. Ça m'a choqué j'étais pas prêt. J'étais pas prêt du tout. Et, et c'est important pour moi aussi de garder la tête sereine parce que tu sais, tu fais face à tellement d'ignorance tous les jours. Déjà, quand je disais que je venais de Suisse, là encore, ça réitérait le ouais, mais en Suisse, vous n'avez pas de black et tout, je sais pas quoi, mais les blacks de Suisse, est-ce que vous êtes vraiment, vous n'êtes pas black comme nous ici? J'étais, ah, putain. Bref, tu vois, j'ai pas le temps, tu vois, vraiment de nourrir cette négativité, tu vois. Après, Mhm. j'ai vite retrouvé mon mindset. C'était focus, t'es venu là pour ça. Si Ah, les gens te saoulent, tu vois, laisse passer. Ça fait partie du truc, tu vois, laisse passer. Mais bref, niveau basket, la Caroline du Nord, c'était. Là-bas, je sais pas ce qu'il y a dans l'eau, gars, mais les basketteurs de Caroline du Nord, frère, c'est différent. C'est ouais. différent. Tu sais, c'est là-bas que Jordan y vient, c'est là-bas que les Chris Paul, les John Wall, les Brandon Ingram, gars, il y a trop de basketteurs, de très très grands basketteurs qui viennent de Caroline du Nord. Et j'ai vite été exposé à ça, tu vois. Je suis retourné là-bas vite en été, tu vois. Pour ma première année, je suis rentré à Genève juste pour 4 semaines en été. Mhm, Et je suis reparti aux US au mois de juillet pour faire ce qu'on appelle des tournois AAU. Les tournois AAU, en fait, c'est des tournois pour les jeunes qui sont encore en avant-dernière ou dernière année de high school. Et tu joues, en fait, tout l'été devant les recruteurs d'université. mhm, Et c'est là que tu te fais voir et que potentiellement, tu reçois des bourses d'études. Donc, moi, je débarque et tu vois, je ne m'attendais pas, mais on te fait des 2, 3 matchs par jour, tu vois. Mais il faut savoir qu'en high school, les matchs aussi, c'est 4 cartons de 8 minutes. Donc, c'est très rapide. Mais très rapide à très haute intensité. Et là, moi, j'étais dans le banc, je suis là, bon, ben,
voilà, moi, c'est ce que je voulais. Il faut jouer. Et j'ai eu un été mais incroyable, tu vois. Parce qu'il y avait quand même un petit doute, tu vois, parce que je demandais à certains anciens ici, ouais, tu crois que je peux jouer en division aux States, tu crois que je peux jouer en division à l'université? Et certains d'entre eux me disaient, pour le moment, peut-être pas, peut-être une petite D1, peut-être une division 2. Donc moi, j'avais un peu déjà, tu vois, j'avais un peu le doute parce qu'on m'avait dit ça, tu m'avais donné ces réponses-là. Et surtout parce que moi, je ne savais pas ce que c'était le requirement, tu vois, pour être un joueur de division 1, un joueur de high major, comme on dit. Et là, je fais mon premier match de AU et je marque 25 points et je tue tout, tu vois. Et mon coach, il me fait, ouais, t'es un joueur de D1. Moi, je fais, quoi? Tu vois, ça m'avait choqué parce que moi, on m'avait dit que non, peut-être pas, tu vois, pas encore. Et là, tu as eu un déclic. Moi, dès qu'il m'a dit ça, dès que j'ai vu que c'était vrai, je voyais des coachs universitaires qui allaient lui demander, poser des questions par rapport à moi. Là, j'ai eu le déclic, j'étais là, mais là, sur le terrain, c'est bon, je vais être un animal, tu vois, je vais être un monstre. Et je m'en fiche de ce qu'on me disait à Genève. En fait, pourquoi est-ce que je me soucie de ce que quelqu'un d'autre pense ou de la vie de quelqu'un d'autre? Là, je suis en train de faire ça sur le terrain. Il y a des coachs de tel et tel endroit, de très grosses unis, en plus, très grosses conférences, qui parlent à mon coach et qui disent, ouais, nous, on est intéressé pour recruter. Pourquoi est-ce que moi, je vais baisser mon standard, tu vois, parce qu'on m'a dit que, ouais, pour le moment, tu n'es peut-être pas un joueur, tu vois, de division 1, peut-être de petite division 1. Non. Quand j'ai vu qu'il y avait des coachs vraiment de très, très grosses unis qui venaient pour me recruter, là, c'était bon. Là, j'ai arrêté de mettre des bâtons dans les roues, j'ai arrêté de voir petit, tu vois, je sais pas, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic et j'ai commencé à boller tout l'été. Et ouais, c'est là que c'est parti. J'avais des lettres et des lettres et des lettres de recrutement qui arrivaient toutes les semaines à l'école. Toutes les semaines. Coup de téléphone de coach universitaire. Je sais pas si tu as vu le film He Got Game avec Ray Allen, Ouais, tu vois, c'est ouais, le film ouais, bien Spikey. sûr. Tu sais, comme les coachs, ils l'appellent à toute heure de la journée le soir. C'est la même chose pour moi, je te mens pas. Tel qu'à un moment, j'ai commencé à arrêter de répondre aux appels des coachs et m'appeler avec des numéros différents. Ouais. C'était un truc de malade, ouais. Parce que c'est un C'était un gros truc de business malade. au States. Les gens savent pas peut-être, mais ouais, si tu recrutes la prochaine superstar, tu vois, Ouais. C'est c'est un ça, gros deal. Ouais. si tu as la pépite d'or, tu vois, tu as un gars que personne connaît, personne n'a entendu parler, tu vois que peut-être il peut t'amener quelque chose. Mhm. Tout le monde se saute dessus, tu vois. Tout le monde Mhm. saute dessus, tout le monde essaie de taper tous les jours, t'envoyer des messages, envoyer des lettres. Bref, essaie de te vendre un peu du rêve aussi, tu vois. Ouais. Mais et pour moi, c'était tellement gratifiant parce que là, waouh, en fait, c'est possible, tu vois. Moi, là, j'ai rendu, en fait, c'est possible parce qu'à cette époque-là, tu vois, tu n'avais pas vraiment d'exemple pour nous. Le seul gars qui avait réussi depuis la Suisse, et quand j'ai réussi excuse-moi, à un très grand niveau, c'était Tabo, tu vois. Ouais, c'était Tabo, c'était le bosser full seul. chat. Ouais. Ouais. Mais un truc, c'est important, juste te couper, tu vois, Mhm. pour revenir sur le mindset, c'est que au final, les gens, ils projettent leur peur Sur toi. sur toi. Alors ils Ouais. se disent, ah, mais non, t'as pas le niveau, parce qu'eux-mêmes n'ont pas le niveau ou n'ont Même pas pas le niveau. réussi, etc. Et au final, ils essaient de projeter cette peur sur toi et Ouais. leur incapacité à faire les choses, et bien, ils essaient de la refléter sur toi, alors que tu vois que non, au final. Et heureusement que tu as persisté, mais il y a des gens qui abandonnent, qui se disent, ah ouais, ben, tu sais quoi, Mhm. je vais pas, de toute façon, j'ai pas le niveau. Et là, Ouais. directement, ton mindset, il change et tu Ouais, n'arrives c'est pas à fini. performer parce que ta tête, elle n'est pas où elle devrait être. Ouais, Donc, exact. c'est super important. Et donc, raconte-nous la suite. Ouais, donc voilà, quoi. J'ai eu beaucoup d'offres universitaires, tu vois. Mm. Et, et une fois que tu as, justement, comme tu parles de mindset, une fois que tu as ta mentalité, tu vois, fixée sur un objectif, je veux dire, il n'y a rien qui peut t'empêcher de continuer d'y aller. Parce que Mm. même si tu as, un peu d'adversity, tu vois, je sais plus comment, j'ai de la peine parfois avec les mots, tu vois, Ah, français, anglais. ouais, tu Tu sais, connais. quand tu as un peu d'adversity sur la route, Mm. tu t'en fous, ça fait mal sur le moment, mais tu dis non, moi, mon objectif, c'est ça et ça va continuer. Et j'en ai eu, tu vois, j'ai pas pu aller en division 1 dès ma première année d'Uni Mhm. parce que ça revient en parcours scolaire. Quand j'étais en Suisse, certaines branches, tu vois, j'ai pas pris sérieuse. Ça m'a rattrapé quand j'étais aux States. J'ai pas pu aller jouer en division 1 dès ma première année d'Uni. J'ai dû Mhm. passer par la case division 2, mais très grosse division 2 quand même, tu vois. J'ai fait un an en division 2, j'ai fait une très très bonne saison freshman en division 2. J'ai transféré après, tu vois, en division 1. J'avais de nouveau énormément d'offres, mais pendant mon année en D2, gars, j'ai taffé. Je crois que Mhm. même mes coachs, mes coéquipiers, ils comprenaient pas ça. Mais mec, pourquoi t'es tout le temps à la salle, t'es un malade ou quoi? Je crois qu'il y a des coéquipiers qui me disaient, mais toi, yo, Zig is crazy. Zig is crazy. Non, moi, dans ma tête, là, gars, moi, je suis pas censé être là. Mhm. Moi, je suis censé être, tu vois, parce que les matchs d'université, là-bas, ça passe à la télé sur ESPN. Ouais. Moi, je regardais tous les matchs, j'étais là. Moi, je suis censé être là. Moi, je suis censé jouer sur ESPN, tu vois. Et ça m'a motivé, ça m'a motivé. J'ai fait mon année en division 2, tu vois, j'ai pris mon mal en patience,
adversité, malgré l'adversité, honnêtement, je pense, qu'on aurait fait quitter plus d'un, tu vois. Qu'on aurait fait quitter plus d'un. Mais moi, j'ai continué, je n'ai pas lâché. Et à la fin de ma première année universitaire, à la fin de mon année en D2, j'ai eu des offres pour retourner en high major en D1. Et c'est là que j'ai eu l'offre pour aller à East Carolina. Et puis, et ouais, j'ai fait ce que je voulais, tu vois. Je suis allé dans une grosse D1 et j'ai joué contre certaines des plus grosses D1 divisions historiques, certaines des plus grosses universités de l'histoire des États-Unis. J'ai joué contre North Carolina, j'ai joué contre Duke, j'ai joué contre California, San Diego State, Cincinnati, UConn, tu les nommes toutes. Dans ma conférence, il n'y avait que des universités historiques. Et moi, je l'ai fait pendant 4 ans, tu vois. Et moi, c'était à ce moment-là, surtout que je n'arrêtais pas de me dire, mais heureusement que je n'ai pas écouté les gens qui me disaient, ouais, mais tu sais, vise un peu plus bas, vise pour ça et ça. Non. Toi, peut-être que tu as envie de viser plus bas parce que tu n'as pas confiance en toi, ou parce que tu as mal digéré un échec temporaire, parce que les échecs, c'est jamais final. Toi, tu as lu Relentless. Tim Grover le dit. On y arrive. Tu vois, les échecs, c'est toi qui détermines ce qui est un échec et ce qui n'est pas un échec, tu vois. Tu peux, je sais pas, disons que je joue un match aujourd'hui et je shoot 1 sur 10, tu vois, au tir. Je sors du match, ok, je suis saoulé, mais est-ce que c'est un échec? Si je décide que c'est un échec, oui, c'est un échec et c'est terminé dans ma tête, je ne vais plus jamais performer comme il faut. Mais si je me dis, ok, c'est juste un échec temporaire, tu vois, j'ai mal shooté, comment est-ce que je peux faire pour améliorer cette performance? Le prochain match, tu reviens et là, tout d'un coup, tu fais 6 sur 10 ou 7 sur 10 et tu t'es pas reposé, tu vois, sur ton dernier échec. Tu n'as pas laissé ton dernier échec, tu vois, enfin, si je peux dire ça, te freiner. Ça t'a boosté, ça t'a aidé à continuer. C'est trop marrant que tu dis ça. J'ai écrit une quote aujourd'hui et ça dit It's not about what the problem is, it's about how you respond to the problem. C'est ça. C'est C'est ça. ça. Tu vois? C'est ça, tu Ouais, vois. c'est important. Ouais, tu peux soit trouver des problèmes tout le temps, soit essayer de trouver une solution, tu vois, à ton problème actuel. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un truc avec l'équipe suisse, je le voyais tout le temps. Il y en a qui étaient un peu démotivés. Toi, tu es là, yo, on to the next one. On continue, on passe à la prochaine et puis on reste motivé. Donc, ça, c'est un truc que je respecte à fond chez toi. En tout cas, tu as fait un beau parcours aux États-Unis. Ça forge le caractère et ça forge également en tant qu'athlète d'être à côté des meilleurs parce que pour être meilleur, il faut rester avec les meilleurs. Et ça, c'est la règle d'or. Ma mère, elle m'a appris ça à mon jeune âge. Elle m'a dit, traîne avec les pires, tu deviens pire qu'eux. Traîne avec les meilleurs, tu deviens meilleur qu'eux. Donc, merci maman d'avoir partagé ces quotes. Ouais, vraiment, merci à la maman pour Words of Wisdom. C'est ça, à fond. Et du coup, on va parler d'un livre qui est super intéressant. Relentless, on l'a là. Yes, sir. Je l'ai lu, je l'ai commencé grâce à toi. Je connaissais déjà Tim Grover, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de ce livre qui s'appelle Relentless. Tim Grover était le personal trainer de Michael Jordan pendant 15 ans. Il a entraîné également Kobe. Kobe, rest in peace. Et il a entraîné d'autres superstars comme Dwayne, etc. Mais voilà, tu m'as parlé de ce livre. C'est un livre qui a eu un gros impact dans ta vie. Tu t'es récemment tatoué, je crois, Relentless également. Je me suis tatoué sur l'intérieur du poignet, tu vois, juste au-dessus de mon signe Libra. Je sais pas si tu vois bien. Yeah, je vois bien. Mais, Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ce livre a eu autant d'impact dans ta vie? Et ensuite, on pourra développer un peu plus là-dessus. Alors, si tu veux, c'est quand j'étais à East Carolina, ça devait être ça allait être ma deuxième année universitaire, en fait. Troisième année, vraiment, mais deuxième, parce que quand tu transfères, en fait, tu peux pas jouer ton année de transfert. Tu dois faire une année blanche, tu vois, où tu t'entraînes avec l'équipe, et l'année suivante, tu joues, tu vois. Donc, durant cette année blanche, un de mes coéquipiers, tu vois, que je considère comme mon frère aujourd'hui, qui s'appelle Francis Edosowan, d'origine nigérienne, et qui est docteur aujourd'hui aux States, il voyait comme je travaillais, tu vois, et il me demandait, mais pourquoi tu travailles aussi dur? Et moi, je lui disais, mais mec, pourquoi tu ne travailles pas aussi dur, tu vois, au niveau du basket, en tout cas, parce que pour le reste, études, il était très carré, tu vois. Et moi, je lui disais, gars, moi, mon plus grand rêve, c'est de jouer à la NBA, tu vois. Moi, je veux être un grand basketteur, c'est que ça, tu vois, c'est que le basket. Et lui, il avait lu ce livre, tu vois, c'est lui qui l'avait, il m'a dit, bah, écoute, je pense que tu kifferais ce livre. Et il m'a passé, tu vois. Et j'ai commencé à le lire. Et je te promets que ça a changé ma vie. Franchement, dès que je commençais à lire soit Relentless, soit Cooler, Closer, Cleaner, j'étais là, gars, moi, il faut que je devienne un cleaner. Il faut que je devienne un cleaner. On va développer. Attends, on va développer. Ouais. Pause. Pardon. C'est
En fait, dans le livre, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, il expose un concept. Il est très basique en vrai quand il parle hein, dans Ouais, ces trucs. C'est très, comment tu dis ça? C'est un motivational speech développé sur tout un livre. Et moi, je le trouve assez drôle. Moi, je le lis et je rigole parce que j'ai ouais, sa mais voix. la Tu vois, moi, même. je connais Tim Ouais, ouais, Grover. c'est ça. Moi aussi, j'entends sa voix quand je le lis. Exact. Et c'est des punchlines de motivation qui sont tellement basiques que ça me fait rire, tu vois. Carrément, je ne me rappelle pas, mais je ne peux pas t'en citer une. Mais voilà, c'est extraordinaire en tout cas. Il faut Ouais, regarder les interviews de lui et ensuite lire le livre. Anyhow, euh, il développe donc le concept qu'il y a trois types d'athlètes, c'est ça, ouais, et de personnalités en général, qu'il ouais. appelle le cooleur, le closer et le cleaner. Ouais. Voilà, ouais. Cooler, closer and cleaner. En gros, c'est le good, the great and the unstoppable. C'est un peu Unstoppable, ça. ouais, c'est Voilà. ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le concept derrière tout ça? Ok, alors le cooler, c'est le gars qui n'a pas forcément envie qu'on lui donne des responsabilités, qui préfère un peu suivre, tu vois. Il va faire son travail de la bonne manière, tu vois, s'il suit, si on lui donne l'exemple, mais ce ne sera pas la personne qui va vraiment prendre les devants, tu vois. Ce n'est pas la personne à qui tu vas dire, hey, vas-y, tu vas faire, toi, prends les devants, fais la chose. Euh, le closer, c'est la personne qui est un peu plus entreprenante, mais seulement si tu lui donnes la tâche, en fait. Lui, il va attendre que tu lui donnes la tâche. Il va attendre que tu lui dises, écoute, j'ai besoin que tu fasses ça, ça, ça. Et dès que tu lui dis, il va faire, OK, I got you, et il sera capable de te le faire, mais juste, tu vois, de la manière dont toi, tu lui as demandé. Il ne va pas essayer d'aller above and beyond, il va juste essayer de le faire de la manière propre comme toi, tu lui as demandé. Et le cleaner, c'est le gars qu'on a absolument mais rien à foutre de ce que la société impose, que le status quo impose. C'est le gars qui a dit, moi, je vais faire ça. Je sais déjà ce que tu veux que je fasse. Je vais le faire, je vais le faire même mieux que toi, tu t'attendais, tu vois. Et c'est juste la mentalité des plus grands sportifs ou même des plus grandes personnalités de ce monde, tu vois. C'est des cleaners, c'est des personnes qui défient l'impossible, c'est des personnes qui questionnent l'impossible, c'est des personnes qui, même quand elles sont dans des situations où tout le monde aurait déjà abandonné ou pense que c'est terminé, eux, ils disent non, eux, ils voient, tu vois, ils ont leur vision tellement claire et nette dans leur tête qu'il n'y a rien qui peut les arrêter, tu vois. Et moi, mon objectif, c'est d'être un cleaner, tu vois. Moi, je fais tout pour un jour devenir un cleaner. Je veux absolument être un cleaner, tu vois. Une fois que je veux regarder ma carrière quand j'aurai terminé et me dire, OK, you are a cleaner, tu vois. Et utiliser ça aussi pour l'après-carrière, tu vois, parce que c'est pas un truc qui s'arrête juste à ton sport, ça c'est pour toute la vie. Ouais. Mais c'est ça, tu vois, le cleaner, c'est ça, c'est le gars qui est unstoppable, c'est le gars qui est relentless. Ouais, c'est ça. En gros, ce qu'il dit, c'est celui qui a pas, ouais, qui attend pas qu'on lui demande de faire des choses et surtout qui a pas de doute. C'est lui en fait, c'est Ouais. lui qui impose les règles, tu vois. Les règles, c'est ça, c'est C'est le roi ça. de la jungle, c'est le C'est le roi de roi de la la jungle, c'est jungle. ça. Exact. C'est Michael Jordan, quoi. Michael Jordan, non, on va comme ça, on va gagner de ça. Ouais, C'est c'est moi qui ça. vais gagner. Et ouais, c'est un peu le, le mindset qu'il y a derrière. Mais je trouve trop bien comme il développe, en fait, Développe, ouais, ouais. sur tout le livre, en donnant des exemples, etc. Voici ce que le cooleur fait, le closer fait, le cleaner fait. Et c'est vrai, c'est des traits de caractère que tu retrouves euh, partout, en fait, dans tous les Ouais. domaines. Dans tous les domaines, tu vas retrouver ça. Et selon toi, quel est le processus pour arriver à ce niveau de greatness absolu où tu es unstoppable, où tu es un cleaner? Toi qui essaies tous les jours de passer par ça, en faisant ce processus, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que c'est surtout être, il le dit dans le livre, c'est avoir ses valeurs, savoir quelles sont ses valeurs, savoir ce que tu veux. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive dans ta vie, franchement, vraiment être focalisé sur ses valeurs, tu vois, focalisé sur les objectifs que tu as. C'est important aussi, il le dit, de savoir que tu peux toujours modifier aussi ces valeurs toi, pour atteindre ton but. Ça, c'est un truc aussi que moi, j'ai dû apprendre un peu de la manière difficile parce qu'il y a eu tellement de moments bas, tu vois, quand j'étais aux States ou après les States aussi, tu vois, que j'ai relu les livres plusieurs fois, tu vois, et j'ai vu cette phrase, il a dit, c'est important de savoir aussi, pour devenir un cleaner, que il y a pas d'échec. Il y a plusieurs moyens. Quand tu es un cleaner, tu reconnais qu'il y a plusieurs moyens d'atteindre ton objectif. Et moi, au début de ma carrière professionnelle, j'étais tellement focalisé sur une seule ou deux manières, tu vois, d'atteindre mon objectif, que mentalement, tu vois, ça me crispait un peu, tu vois. J'étais pas bien, tu vois, mentalement. Tu vois. Mhm. J'étais un peu dans une période assez délicate. Mhm. Donc, ce qui est important, c'est surtout ouais, d'être propre à ses valeurs, savoir ce que tu veux, écrire tes objectifs et chaque jour faire quelque chose, tu vois, qui te rapproche de ton but, tu vois. Mhm. Pas quelque chose qui va te faire rapprocher de 50%, mais un pas à la fois.
Tu vois, un pas à la fois. Et je pense que tu as vu cette vidéo de Will Smith qui parle de son père qui avait emmené lui et son frère sur un terrain vague à Philadelphia quand ils étaient jeunes. Il leur a dit, voilà, vous prenez cette brique et chaque jour, vous venez, vous posez une brique. Et Will Smith et son frère, ils se disent, qu'est-ce qui nous fait faire le papa là, tu vois. Chaque jour, ils allaient déposer une brique, une brique, une brique. Et over time, la brique, c'est devenu un mur, le mur, c'est devenu un édifice. Et au final, c'est devenu un magasin que le père de Will Smith, tu vois, entretenait. Et une fois qu'ils avaient fini de construire justement tout ce magasin, ce building, le père de Will Smith, il les regarde, il leur dit, écoutez les gars, sachez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais un pas à la fois, une étape à la fois. Donc, quel que soit le temps que ça vous prenne, quand tu déposes une brique parfaitement chaque jour, tu déposes une fondation chaque jour, au bout d'un moment, tu as le compound effect, et avant que tu puisses dire ouf, tu as fini de faire, tu as ton brick wall, tu vois, tu as ton brick wall, tu as ta maison, où, moi, celle que j'aime beaucoup, c'est Kobe qui l'a donné, c'est tu regardes l'Everest, tu veux l'escalader, tu vas dire, si tu regardes le haut, tu vas dire jamais je vais y arriver. Mais si tu baisses la tête, tu dis ok, let's go, et tu fais un pas après l'autre, un pas après l'autre chaque jour, avant que tu puisses dire ouf, tu lèves la tête et tu te rends compte que tu es au sommet. Et moi, je pense que c'est ça le truc aussi qui m'aide le plus. Surtout dans les moments difficiles, je me dis yo, one step at a time. Parce que jamais, je sais pas, tu sais, comme je suis pas tous les jours motivé. Toi-même, tu le sais, tu n'es pas tout le temps motivé, tu n'es pas tout le temps dans un bon état. Mais c'est le fait que tu dis chaque jour, je fais un truc minimum qui m'aide à aller de l'avant, tu vois, en direction de mon objectif. Et avant que tu puisses dire ouf, tu auras atteint ton objectif, tu auras réalisé ton ou tes objectifs. Et moi, c'est ça qui me pousse. Moi, c'est ça qui m'aide à justement à me dire éventuellement, enfin non, pas éventuellement, je vais devenir un cleaner, tu vois. Je vais devenir un cleaner. One step at a time. Ouais. Preach. C'est exactement ça. Et c'est important de le dire, surtout dans ce monde où, tu vois, on veut tout donner rapidement. Et là, on voit les meilleurs du monde, c'est ça. Les meilleurs du monde, ils le disent et il y a pas de secret à the end of the Ouais. day. C'est un step à la fois et il faut travailler un peu plus dur, tu vois. J'avais fait Ouais. le podcast justement sur Kobe. Putain, Ouais, ouais. on va en parler. Rest in peace, parce que c'était un de mes athlètes favoris aussi. Ouais. Et surtout sa mentalité, en fait. Ce que j'adorais, c'était sa mentalité. Et dans le podcast, le Mindset Monday, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Mais en gros, il disait ça. Et lui, il faisait une pratique de plus que les autres. Et quand les gens le regardent, ils se disent, ouais, mais pourquoi tu fais une pratique de plus, tu vois? Ça sert à rien. Ouais. Ah, et lui, il se dit, ouais, une pratique, t'inquiète, lui, il sait qu'il y Ouais, a lui, il sait l'Everest à déjà. escalader. Lui, il voit déjà Voilà, 3 4 ans plus tard. C'est ça. exactement. Et le compound effect, comme tu as dit, je ne sais pas comment dire ça en français, Ouais. mais ouais, l'effet d'accumulation, en fait, L'accumulation, ouais, c'est ouais. qu'avec un entraînement uniquement en plus par jour, Ouais. le gars, il a accumulé 7 ans d'avance sur les autres. 7 ans d'avance sur tout le monde. Et voilà, Ouais. c'est ça la leçon en fait. C'est de se dire, OK, si je pose une brique à la fois, un pas à la fois, ça a l'air de rien si tu regardes les choses sur le court terme. Mais si Ouais. tu regardes les choses sur le long terme, tu vas avoir tellement plus d'avance sur les autres. Et voilà, rest in peace, the greatest, Kobe. En parlant de lui, Abusé. Kobe, dis-nous pourquoi, parlons de Kobe parce que je sais que toi, c'était ton idole. Mais c'est à cause de ça, moi, c'est la mindset. C'est pour ça que c'était mon joueur préféré. Moi, c'est pour ça que pour moi, c'est le greatest of all time. Parce que, tu sais, sur son après-carrière, j'ai passé énormément de temps à écouter ses interviews et tu sais, comprendre. Parce que, ouais, sur le terrain, c'était évident. Tu vois, on savait, on entendait un peu des histoires. Mais après, le plus il a donné ses secrets, parce que lui, il a dit, c'est important pour moi d'expliquer aux jeunes et aux joueurs actuels comment et pourquoi est-ce que je suis arrivé à ce niveau-là, tu vois. Et quand il explique le comment, je suis là, mais ça it makes sense, tu vois, c'est logique. Le gars, il a dit, tu veux être meilleur que les autres, c'est simple. Tu te réveilles plus tôt, tu t'entraînes plus. Le gars, il a Ouais, dit, il se réveille à 4 heures du mat pour s'entraîner exact. de 4h30 à 6h30. Tu douches, reposes, breakfast. Tu retournes, 9h30, 11h30. Tu manges, reposes. 14h, 16h, tu te reposes. 19h, 21h. Et le lendemain, tu refais la même chose. C'est 6 entraînements, alors que les joueurs, de manière générale, ils font soit juste 2 entraînements, soit un entraînement basket et un entraînement wave ball. Tu as fait 6 entraînements en une journée. 6 entraînements, et lui s'entraînait chaque jour de la semaine. T'imagines? Yeah. Au bout d'un moment, comme l'accumulation, justement, tu es plus entraîné que les autres. C'est normal que sur 3 4 ans, en plus, il a dit, il faisait pas ça pour te rattraper en 2 mois, 5 mois ou en une année. Non, lui, il voyait ça sur 3 4 ans plus tard. Ouais, tu es peut-être meilleur que moi cette année. Tu es peut-être plus performant que moi sur le terrain ces 2 prochaines années. Mais la troisième année, tu vas voir, mon gars, ce sera terminé. Tu n'auras pas progressé, tu seras toujours le même athlète, tu auras toujours les mêmes skills. Mais moi, je t'aurais dépassé comme ça. Et moi, c'est cette mentalité que j'étais là, putain, mais j'ai commencé à essayer d'appliquer. Tu sais, pendant le confinement,
je ne me réveillais pas à 4 heures du mat, mais je me réveillais à 6 heures du mat pour commencer à aller m'entraîner. J'allais sur le terrain de la Gradelle à côté de chez moi et je commençais mes journées à 6h30 du mat, tu vois, pour le premier entraînement. Et moi, j'en faisais 3, j'essaie d'en faire 4, mais j'en faisais 3 de manière générale, 3 baskets et un entraînement fitness, tu vois. Et ouais, après, tu ne vois peut-être pas les résultats directement maintenant, mais sur le long terme, ce qui est la chose, la chose à laquelle je pense, sur le long terme, ça va payer, tu vois, ça va faire l'effet d'accumulation. Et ouais, comment tu peux ne pas respecter, comment tu peux ne pas prendre les conseils d'un des meilleurs de tous les temps, tu vois. Aujourd'hui, c'est gratuit. Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses pour pouvoir devenir great parce qu'il y a tous les secrets qui sont là, gars, mec. Ils nous disent tout. Ils nous disent tout. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont trop de chance. Nous, on n'avait pas ça en grandissant. Exact, c'est vrai. Et du coup, ouais, Kobe, rest in peace, grand athlète qui nous a beaucoup inspiré. Du coup, toi, maintenant, t'es professionnel, tu vis de ta passion. C'était le but à the end of the day, tu vois. C'est ce que tu voulais et tu y es. Il y en a très peu qui arrivent. Il faut se dire que parmi les joueurs de basket, de foot ou autre, vous êtes la minorité au final qui pouvait vivre de votre passion, tu vois. Donc, c'est déjà un grand succès. Mais pour toi, dans ta tête, what's next? C'est quoi la prochaine étape? Et moi, toi, tu sais, moi, je veux juste jouer au plus haut niveau, mec. L'Euroleague, l'Eurocup, ou même la NBA. Quand tu dis ce genre de choses aux gens, les gens, ils te regardent genre, ouais, Euroleague, NBA, mais toi, t'es fou. Mais gars, chaque année, l'univers te montre encore que même les situations les plus impossibles, il y a un moyen, tu vois. Chaque année, je vois une histoire d'un joueur qui joue en troisième division en Espagne et qui se retrouve à jouer pour les Celtics, ou un gars qui joue Luxembourg en troisième division et qui se retrouve à jouer pour les Warriors, tu vois, il y a un an. Ou des gars qui ont. Il y a même un joueur apparemment qui joue à Bâle en Suisse et maintenant il joue pour Maccabi Tel Aviv en Euroleague. Je veux dire, peu importe là où tu as commencé, tant que tu sais où tu vas et que tu fournis le travail, éventuellement ça va arriver, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'aide à continuer. Tu vois, il y a un an, quand on a commencé cette campagne de qualification à l'Euro avec l'équipe suisse, quand on était en Georgie, j'ai joué 0 minutes les 2 premiers matchs. 0 minutes en Georgie contre la Georgie, 0 minutes contre la Finlande à Fribourg. Et j'étais complètement devastated, tu vois. Je me promets qu'il y a eu un moment où j'ai switché dans ma tête, je me suis dit, putain, mais est-ce que je devrais arrêter, tu vois? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Mais après, je suis arrivé chez moi, je vide mon sac et le premier truc qui sort, qui tombe, c'est quoi? Le rêve, tu vois, c'est le livre. Donc là, c'est bon, j'ai arrêté de chialer, j'ai mis mes big boy pants et j'ai continué d'aller au charbon. Et éventuellement, tu vois, presque un an après, bah, tu as vu, quand on était en Islande, j'ai fait un gros match contre la Serbie, un gros match contre la Georgie. Et ouais, heureusement que j'ai continué, tu vois. Et c'est bon, pour moi, c'était preuve, tu vois, c'était une mini consécration. Je dis bien mini parce que le travail ne s'arrête jamais, mais que j'avais le niveau pour jouer loin, tu vois. Parce que ces joueurs de l'équipe nationale serbe, c'est des gars qui font de l'Euroleague, de l'Eurocup. Ah ouais, mes 2 match-up directs, c'est des gars qui ont joué en NBA, gars, tu vois. Donc, ouais, ouais, faut rester ouais. focus. Il n'y a pas de plan B pour toi dans ta tête. Non, jamais, jamais. Il y a juste des chemins différents pour arriver. Au plan Il y a A. juste des chemins différents pour arriver à mon moyen, tu vois. Mais plan B, Ça. jamais. Jamais. Quand tu parles de plan B, quand les gens te disent plan B, c'est que dans ta tête, tu as déjà mis que tu risques d'échouer. Donc, tu n'as pas confiance en toi. Il n'y a pas de plan B. Donc, ça n'existe pas, le plan B. Il y a plan A, A1, A2, A3, A infinite, tu vois. Il n'y a pas de plan B. Preach, mon gars. Je Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis comme ça. Je dis, hey, yo, c'est comme ça. C'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on va faire. Et peu importe, on va arriver de très près de toute façon. Et du coup, quel est le meilleur souvenir que tu as dans ta carrière de basketteur jusqu'à maintenant? Le meilleur souvenir que j'ai de ma carrière de basketteur. Tu sais, pour être honnête, c'est pas forcément les matchs. Je pense que peut-être que tu l'entends souvent chez les joueurs, que ce soit de basket, de foot. Mais moi, le meilleur souvenir, réellement, c'est avec les coéquipiers, dans les vestiaires, les moments de rigolade et tout. Toi, tu as été avec nous en équipe suisse. Je sais pas, c'est trop drôle. L'ambiance, elle est trop bien avec les coéquipiers. On déconne trop. Tu as plein de gars qui viennent de mondes différents, tu vois, puis qui sont obligés de coexister, tu vois, cohabiter. Et moi, je trouve ça vraiment cool. Pour moi, c'est ça la meilleure partie, tu vois, de ma carrière, tu vois, le côté humain, tu vois, l'expérience humaine et le fait de voyager beaucoup aussi. J'ai énormément de chance d'avoir pu voyager dans beaucoup de pays, mais je pense que je serais jamais allé en Israël si je faisais pas du basket, tu vois. Et j'ai pu aller sur tu vois, de Holy Land, mec, grâce au basket. Je suis même allé jusqu'en Alaska grâce au basket, frère. Donc, tu vois, c'est l'expérience humaine pour moi. Je pense que c'est ce qui a été jusqu'à maintenant le. Ouais, je pense que c'est le côté un peu très rewarding, c'est gratifiant du basket et c'est un truc que je prends tellement pas pour acquis. J'ai vu une vidéo de Coach K, qui est le coach
de Duke University et qui était le coach de Team USA Basket quand ils avaient gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2008 et 2012. Et récemment, Coach K avait dit justement à ses joueurs, c'est important que vous vous rappelez que ce qu'on fait, c'est cool. Okay? Qu'on a un travail qui est cool. Il n'y a pas tout le monde qui peut dire ça justement de leur job. Il y a des gens qui aiment leur job, mais ils ne vont pas dire que c'est cool. Nous, notre taf, c'est juste de jouer au basket, de voyager pour jouer au basket, de faire des photos, faire des apparences, passer à la télévision juste pour jouer au basket, d'être payé juste pour jouer au basket, tu vois. Et c'est important de se rappeler que ce qu'on fait justement, c'est cool parce que dès que tu perds un peu ce sens justement avec le côté enfantin, tu vois, du basket, le fait que c'est un jeu, c'est là que tu vas plus vraiment apprécier le truc, tu vois. C'est là que tu vas vraiment tomber un peu dans une spirale où tu es là, ok, c'est juste un taf et tout, tu es saoulé. Donc moi, j'essaie de garder ce côté enfantin, de me rappeler que ce que je fais, c'est vraiment cool. Je joue à un jeu pour vivre ma vie, tu vois. Je veux dire, c'est un game. Tu vois, je n'ai pas besoin de me réveiller et de me dire, il faut que paperasse ou ça sur le bureau du boss demain. Non, moi, tous les jours, mon gagne-pain, c'est d'aller sur le terrain et de voler, C'est tu vois. jouer, ouais. C'est de jouer, c'est ça. C'est de faire ce que j'aime le plus, c'est de jouer au basket. Donc moi, je suis très reconnaissant. J'essaie tous les jours d'être vraiment reconnaissant, d'être grateful pour la vie que je mène. J'ai une great life. Je suis peut-être pas où je veux être encore, tu vois, en termes de carrière, mais j'ai une great life, tu vois. Donc, ouais, thankful. C'est ça, mon gars. En tout cas, quelle est la prochaine étape avec l'équipe suisse? Tu m'as dit, ça, vous avez un match, vous avez quoi comme match? Mais là, frère, c'est la mission. Là, on est en mission. Là, on part la semaine prochaine en Géorgie, à Tbilissi. Il faut que tout le monde regarde. Ce sera sur la RTS. On joue le 16 contre la Finlande. Et là, on joue pour notre qualification. On joue pour notre qualification. On gagne ce match. On va à l'Euro. Première fois en plus de 60 ans que la Suisse va à l'Euro. Là, on est en mission, frère. Là, c'est relentless time. Là, on va le faire. Hop, Suisse, on va faire ça bien. Je sais que vous allez tout casser et je compte sur vous. En tout cas, moi, je serai derrière l'écran en train de support, tu vois. Ouais. Frérot, merci beaucoup pour ton énergie, pour ton temps, d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs du K-Swiss Show. Je sais qu'il y a des trucs à prendre. Et voilà, je te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière et pour toute la suite. Ah, merci, frère. Merci à toi. Enfin, je suis sur le K-Swiss. Ça, c'est bucket list. K-Swiss Show. I made it. I made it, man. I appreciate it, bro. On est ensemble, mon gars. Yes, sir. Peace. Peace.